et bienvenue dans ce magnifique auditoire. C'est assez impressionnant d'être ici. Moi, je suis de Montois et je n'étais jamais venu ici. Rien que pour ça, je suis très content. En plus, ce qui va se raconter est encore plus intéressant et passionnant. Donc voilà, moi je vais coordonner un petit peu la rencontre d'aujourd'hui. La thématique, c'est donc journaliste en exil. Vous avez déjà pu jeter un petit coup d'œil sur l'exposition. On y retournera après. Je crois que vous avez déjà jeté un œil sur une majorité de ces panneaux. Et donc voilà, je vais avoir la tâche aujourd'hui de vous présenter des personnes assez extraordinaires pour les avoir rencontrées depuis pas très longtemps, mais voilà, en quelques minutes parfois on est frappé par l'énergie que peuvent avoir certaines personnes. Et donc voilà, je serai donc un journaliste qui va interviewer des journalistes. Et a priori, il n'y a pas pire comme situation. Ouais. Et donc voilà, pour vous parler de journalistes en exil, le Club de la Presse a rencontré donc cette association qui s'appelle Engage, qui elle en a fait sa spécificité, c'est-à-dire l'accompagnement, l'écoute, la prise en charge, le conseil. Si j'ai bien compris, et si j'ai des bêtises, reprenez-moi avec grand plaisir, mais donc de journalistes qui arrivent en Belgique et qui arrivent en Belgique pas forcément de gaieté de cœur, qui arrivent en Belgique pour fuir des situations compliquées, parfois avec le choix, parfois sans en avoir le choix, et qui se retrouvent ici donc dans ce pays un peu perdu, comme on peut tous l'imaginer si du jour au lendemain on vous demandait de quitter votre pays. Et vous débarquez quelque part et sans repère, sans rien. Et donc voilà, cette association, elle est là pour accueillir mes confrères qui arrivent ici en Belgique. Et voilà, je ne la connaissais pas, cette association, mais c'est très intéressant. Et voilà. Si j'ai bien lu, sur le site de Engage, il y aurait à peu près, moi j'ai vu une quarantaine, non ? 73. D'accord. 73 journalistes qui actuellement donc ont quitté leur pays, sont arrivés en Belgique et sont encadrés et accompagnés par la SBL Engage. Je voyais parmi les provenances de ces journalistes, principalement c'était l'Asie, enfin le Moyen-Orient, ou alors ce sont des anciennes données que j'ai vues. Oui, le site malheureusement n'est pas complètement à jour, c'est la communauté burundaise. D'accord. La plus importante, suivie par les Palestiniens, essentiellement de la bande de Gaza, et en troisième lieu, les Kurdes de Turquie. Voilà, comme ça. Excuse-moi de faire ton boulot, moi, Julien. Non, vous aurez eu le update de l'association Engage. Alors, on a la chance parmi nous d'avoir bien justement des journalistes qui ont fait appel à Engage et qui sont des gens passionnants, qui vont nous partager une partie de leur réalité, de leur vie ici et puis de leur vie là-bas, et qui vont avoir le courage de vous expliquer c'était quoi être journaliste ailleurs qu'en Belgique. Il y a 5 personnes en fait qui sont des témoins. On va mettre le focus sur trois personnes ici. C'est une question de langue, comme ça permet de parler français. Nous aurons Joséphine qui vient donc du Burundi, et on vous l'a dit, donc visiblement le Burundi est un pays où on a accueilli beaucoup de journalistes du Burundi ici en Belgique. Bonjour Joséphine. Oui, bonjour à tous. Bonjour Joséphine. Petite présentation très rapide, tu es arrivée en 2019 en Belgique. Tu m'as raconté donc que tu travaillais là-bas dans le monde du journalisme, de la communication. Ouais, j'ai commencé quand j'avais 17 ans. Donc, j'ai commencé par une petite radio qui était une radio des jeunes, une radio commerciale qui était qui appartenait à la chambre de commerce. Et après ça, j'ai rejoint une autre radio pendant 3 ans aussi. Et après, j'ai fini par une dernière radio qui est une radio qui appartenait au président de la République. Et en tout et pour tout, j'ai fait 10 ans de radio. Voilà, on va vite dresser le petit portrait et puis on va revenir sur ce qui vous a amené à un moment donné à avoir un peu de difficulté dans votre pays. Fatimetou, oui. Qui vient de la Mauritanie. Bonjour Julien, bonjour à tous.
Et toi, Fatimetou, tu étais la... comment vais-je dire? J'ai un trou de mémoire. Monsieur de Brigode. Tu étais le François de Brigode ou la Caroline Fontenoy de la Mauritanie. À savoir que tu étais la star du JT de Mauritanie. J'étais le visage du 21h30. Donc, effectivement, je présentais l'édition principale à Nouakchott. Ouais. 21h30, oui. C'est tard pour vous, mais c'est tôt pour nous parce que le temps que les gens puissent rentrer, puisque voilà, l'édition principale, l'arabe c'était à 20h, donc le français c'était 21h30. Ouais. Voilà. TVM, et j'ai 15 ans d'expérience professionnelle dans le métier. Donc TVM, puis j'ai été débauchée par une chaîne panafricaine basée au Sénégal. J'ai travaillé là-bas 4 ans durant, et ensuite je suis retournée en Mauritanie. J'ai travaillé un peu pour une nouvelle chaîne du nom d'Al Wataniya TV. Magnifique, et on va après expliquer un peu ton parcours. Exact. Si ça a l'air très joli comme ça, c'est pas toujours ça. Effectivement. Et alors Emmanuel qui est avec nous, autre pays, autre réalité, le Cameroun. Oui, bonjour. C'était la radio. Oui, c'était la radio au Cameroun, à Yaoundé. La radio s'appelle, puisque ça existe toujours, Soleil FM, où j'ai exercé pendant plus de 2 ans, 3 ans. Mais bien avant, j'étais dans plusieurs radios avant de m'asseoir définitivement à Soleil FM, où j'étais responsable. Et aux dirigeants et notamment à mon patron aussi, puisque il fait partie du parti au pouvoir. Et quand on veut cacher, on vole, on veut cacher des choses, on va se cacher dans le parti au pouvoir. Et là, on a des avantages et beaucoup de choses. Et quand vous dites des choses contraires, vous êtes intimidé, vous êtes arrêté, vous êtes envoyé en cellule. On peut soit faire sortir votre enfant de l'école, chasser votre femme si elle fait du commerce, etc. etc. Donc voilà, on va entrer en profondeur tout à l'heure. Ouais, ce qui est important et ce qu'on comprend, c'est que vous aviez tous des situations, des vies, je ne vais pas dire rangées, mais l'avenir devant vous. Des carrières déjà faites, à faire. Vous n'aviez pas des mauvaises vies là-bas. Vous étiez. Je vais aussi saluer quand même là, donc la présence de Oumaïma. Yes. Et Oumaïma, elle était également dans la situation de Fatimetou. Donc Oumaïma, elle travaillait en Palestine, à Gaza. Et elle était également le visage de l'information nationale. C'est bien cela. Oumaïma, elle parle anglais. Elle comprendra, elle comprend tout ce qu'on dit en français. Elle parle aussi français un peu, mais principalement l'anglais. Voilà, on viendra tout à l'heure lui demander aussi ce que ça pouvait être que de vivre de la pression là-bas. Et le mot est faible. Et il y a également Valérie qui est là quelque part, Valérie, juste là derrière. Valérie qui est lui aussi du Burundi. Valérie, notamment au niveau de l'exposition. Voilà. Et donc, toutes ces personnes-là font partie de ces 78 personnes qui se trouvent actuellement en Belgique et qui ont quitté leur pays. Joséphine, on y va? Et au Burundi, tu travailles en radio et ton petit... Ça, c'est les réseaux sociaux. Tu peux pas t'en... Ouais, j'étais... Alors, pour commencer, la première fois que j'ai quitté le Burundi, c'était en 2010. Je venais de faire une interview avec le président de la République où il m'expliquait qu'après son 2e mandat, lui, il va préférer aller à la campagne et vivre vraiment comme un fermier. Et là, j'ai pris des sons et quand j'ai voulu balancer les sons, lui, il a dit qu'il m'avait fait trop confiance et qu'il avait décidé finalement de ne pas avoir l'interview être publiée. Donc là, j'ai quitté le Burundi, je suis partie pendant 1 an, j'habitais en Amérique
Et je suis rentrée au Burundi. Donc, je me suis dit, c'est vraiment compliqué de continuer mon métier parce que j'étais aussi sur les réseaux sociaux. Je dénonçais. Les gens, ils m'appelaient pour me dire, mais voilà, il y a ma mère qui vient d'être arrêtée à cause de ceci et cela. Et donc, j'ai commencé à dénoncer à partir de ce moment-là et vraiment être active sur les réseaux sociaux. Et la deuxième fois que j'ai quitté le Burundi, c'était en 2015. C'était juste après le coup d'État. Moi, j'avais décidé déjà de faire les manifestations pour le 3e mandat. Donc, pour moi, il m'avait menti parce qu'on avait fait l'interview ensemble. Il m'avait promis qu'il ne va pas vouloir briguer un 3e mandat. Donc, j'ai quitté le Burundi, je suis allée en Ouganda. Juste après mes études, je suis revenue en pensant que j'allais avoir une bonne situation parce que j'avais une petite entreprise que j'avais créée qui s'appelait Coris Connect. Donc, je faisais beaucoup plus du conseil en communication et relations publiques. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir des menaces parce que je continuais aussi à dénoncer. Et 4 mois plus tard, j'ai été renvoyée de là où je travaillais. J'étais dans une ONG américaine qui s'appelle One Eco Found. Et parmi les motifs, c'était que je disais du mal du gouvernement, alors que cette entreprise, qui était une ONG américaine, était chargée de donner des engrais chimiques à la population. Et normalement, ça devait être subventionné par le gouvernement. Et quand j'ai quitté le Burundi, c'était en 2016, je suis allée au Bénin, je suis restée 3 ans. Et en 2019, j'ai atterri en Belgique. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé en gros. Pas vraiment de choix. On peut dire qu'on vous a fait comprendre que si vous vouliez rester au Burundi, c'était pas forcément la bonne attitude que vous adoptiez. Ouais, il fallait déjà que je me taise, que je n'écrive plus rien. Donc, on m'a même pas demandé de choisir. L'ONG pour laquelle je travaille ne m'a pas demandé de choisir, soit de continuer à dénoncer, soit de continuer mon travail. Et ils m'ont juste donné ma lettre et m'ont dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, tu ne travailles plus pour nous. Et est-ce que je dirais heureusement pour moi, parce que c'est cette lettre-là qui m'a permis d'avoir le statut de réfugié en Belgique. Comment ça va se passer? On va écouter les témoignages, on va écouter les histoires et puis assez vite, on va vous donner la parole. Je pense que c'est le plus intéressant, ce seraient les questions que vous auriez envie de poser. Donc comme ça, vous savez qu'à un moment donné, là, assez vite, vous aurez vous aussi l'occasion de poser des questions. Et donc voilà, tu es en Belgique maintenant. Oui. Tu refais de la radio? Je ne fais pas de radio en Belgique, mais j'écris pour Latitude, qui est un média en ligne. Et je travaille actuellement comme enquêtrice dans une agence d'enquête. Donc je n'ai plus je voudrais bien exercer, mais je n'exerce plus. Mais je fais quand même le journal pour la radio Inzamba, qui est une radio pour les journalistes exilés qui sont éparpillés un peu partout dans le monde. Donc on essaie de garder toujours nos auditeurs, on essaie de leur donner des nouvelles du Burundi, parce que la plupart des gens n'ont plus accès à l'information à partir du Burundi. Et cette radio, on l'écoute comment? Et cette radio, on l'écoute par WhatsApp. Donc, on enregistre. Moi, je cherche les informations, je les enregistre, et il y a un journaliste qui est chargé de collecter les autres informations par les autres journalistes qui sont un peu partout dans le monde, donc, comme je le disais. Et donc, il fait le montage, et à partir de là, nous, on les envoie sur WhatsApp. C'est le seul moyen qu'on a trouvé pour continuer à exercer notre métier et surtout de rester en sécurité, parce qu'on ne peut plus le faire comme on le faisait avant à partir du Rwanda. Et donc, si des gens au Burundi veulent être informés d'une autre information que celle du gouvernement, il faut passer par nous. Nous sommes la voix des sans-voix, et c'est grâce à nous qu'ils arrivent à trouver l'information. et vous, on ne vous ouvre pas des canaux, on ne vous a pas créé une fréquence radio, etc. Non, on n'a pas le droit, non, on n'a pas de fréquence. Merci, Joséphine. Je vous en prie. Fatimetou. Oui. Alors, tu étais là du journal. Oui. Ça semblait aller bien. Ouais. Et puis, tu avais aussi une fâcheuse tendance à dire des choses
qui ne plaisait pas. Oui, effectivement, vu ce statut de journaliste, ce visage que j'avais, en fait, les gens me reconnaissaient. J'en profitais pour aller à l'intérieur du pays, en Mauritanie, pour parler de l'esclavage, du mariage forcé, du gavage, etc. Donc ça, c'est vrai que ça ne plaisait pas beaucoup. Donc mon directeur m'a toujours fait des menaces. Tu arrêtes ça ou voilà, nous on va te licencier. Mais d'une autre part, il n'avait pas le choix parce que j'étais la seule noire en fait qui présentait le JTF. Donc il était, il n'avait pas d'autre choix que de faire ces menaces. Et voilà. Donc, quand j'ai été contactée par une télévision basée au Sénégal, Africa 7, une chaîne panafricaine, donc voilà, j'ai tout de suite accepté le contrat. Donc, j'ai été débauchée. Je suis partie et on m'a proposé en fait un reportage en Mauritanie. Je suis rentrée. Voilà, j'ai contacté un leader anti-esclavagiste du nom de Biram Daoul Abeid que j'ai rencontré et j'ai été arrêtée par la police mauritanienne. J'étais au cachot, comme le dit Emmanuel. Donc, j'étais en garde à vue pendant 24 heures et le lendemain, on m'a demandé de quitter le territoire mauritanien avec les journalistes sénégalais. Donc, sûrement, ils n'ont pas voulu qu'il y ait un incident diplomatique vu qu'ils ont arrêté également les journalistes sénégalais. Et voilà, quand je suis restée 4 ans, j'avais envie voilà. C'est vrai que je continuais à faire des lives Facebook, etc. Mais j'avais envie de retourner en Mauritanie, de continuer la sensibilisation que je faisais parce que beaucoup de jeunes filles sont mariées à bas âge en Mauritanie. J'en fais partie. Donc, je voulais continuer en fait, cette sensibilisation. Et malheureusement, une fois en Mauritanie, c'est le papa de ma fille qui s'en est pris à nous. Donc, vu qu'on n'est pas de la même caste sociale, ils ont marié ma fille. Elle avait à l'époque 9 ans. Donc, ils ont voulu l'envoyer à l'intérieur du pays pour la gaver, puisqu'après le mariage, c'est le gavage. En Mauritanie, plus une femme est grosse, plus elle est ronde. Donc, la dot est énorme. Et plus... voilà, les hommes le disent, plus elle est grosse, plus nous on l'aime, plus elle occupe une grande partie, dans notre cœur. C'est ce qu'ils disent. Donc, et après le gavage, c'est l'excision, et ensuite elle rejoint le domicile conjugal. Donc, je me suis battue pendant 1 an au tribunal islamique en Mauritanie avec le Qadi, et et j'ai reçu cette fameuse lettre. Ce vendredi avant de partir fin août 2018 où on m'a demandé de remettre Sarah à son père parce que je n'étais pas en fait digne de l'élever et que voilà, c'est la tradition en Mauritanie, si son père décide de la marier, c'est comme ça. Donc j'ai eu 24 heures pour quitter le pays, donc je suis partie le lendemain. Donc, on a fait Mauritanie, Égypte, Algérie-Paris, où mon frère est venu nous récupérer pour, en fait, où ils ont perdu nos traces, en fait, en France. Voilà. Ok. Emmanuel, c'est pas triste non plus, donc tu es à la radio au Cameroun. Oui, à la radio Soleil FM. Ouais, et tu peux pas, tu veux dénoncer. Il y a des choses que tu trouves qui doivent être dites. Oui, il faut savoir que le Cameroun est un pays comme tous les autres, où certains pensent qu'il y a la liberté. Je me rappelle encore de cette invitation d'André et Jean-François. Et quand je les disais, je viens du Cameroun, ils étaient surpris, ils se demandaient, mais je pense qu'il y a la liberté dans votre pays. J'ai dit non. Il y a plein de journalistes qui sont en exil parce qu'ils ont critiqué le président qui est ministre. On les a promis la mort. Soit on a tué leur enfant, soit ils ont même perdu la vie à cause de ça. Alors moi, j'ai exercé en tant que journaliste, parce qu'il faut savoir qu'au Cameroun, il n'y a pas assez de moyens pour payer, engager des animateurs, des journalistes, dont on vous demande de faire à la fois animateur et journaliste, si vous voulez être engagé. Alors moi, après plusieurs mois et quelques années, j'ai été promu responsable des programmes. Et on m'a demandé d'animer une matinale du lundi au vendredi entre 6h et 8h. C'est ce que je faisais. Et l'élection présidentielle de 2018 arrivait et le président avait décidé, Paul Biya, de se représenter. Bon, moi, ça m'a énervé parce que
Il est au pouvoir depuis maintenant 40 ans. Il va atteindre bientôt 90 ans. Le chômage est trop élevé. La jeunesse est plus importante que les autres tranches d'âge. On voit pas assez de changements. Et en plus, on avait une CAN qu'on a organisée au Cameroun dernièrement, où on a carrément détourné des milliards, et puis on a fait juste un petit stade pour dire que bon, là c'est où on va jouer l'ouverture du match et la fermeture. Moi, ça m'a révolté. Et je me suis servi de la martinale pour gueuler, si je peux le dire ainsi. Et avec un ami, un collègue, on s'asseyait tous les matins. Et puis, on disait c'est qu'on pensait, ça venait des tripes. Et je me rappelle, le responsable est venu à la radio plus d'une fois, je ne sais pas comment on appelle ça, en peignoir, en habit de nuit, et pour nous menacer, il nous dit, écoutez, si vous voulez qu'on ferme ma radio, moi je vais vous enfermer, je vais vous chasser de ma radio. On a dit, boss, on a compris, mais on continuait. On continuait. Et un jour, j'étais à la radio, il y a des hommes en tenue, je ne sais pas si c'était des services secrets, qui sont arrivés. Ils viennent discrètement et tu ne peux pas savoir que ce sont ces gens-là. Donc ils te chopent, ils m'ont chopé. On m'a mené dans un sous-sol à la PJ, à la police judiciaire, à Illigisono, où j'ai fait sensiblement 2 semaines, où là-bas j'ai subi une torture. Donc je garde encore des traces sur moi, ça peut encore se voir, et sur mon corps, où on vous torture, on utilise la machette, on utilise des ranges, des matraques, tout ce qu'on peut trouver, on va vous bastonner avec. Donc j'ai subi la torture. Et un beau matin, le commissaire est venu, il m'a libéré. Comme ça, je suis sorti. Et puis la deuxième fois, on a failli me le faire encore. Mais là, on m'a mené au 7. Là-bas, c'est encore plus important. Mais là, j'ai pu m'échapper. Je suis allé me cacher. J'ai vendu le petit terrain que j'avais. Et puis j'ai cherché un passeur, ce n'était pas évident. C'est comme ça que je quitte en mai 2019 le Cameroun. Je passe par l'aéroport de Yaoundé-Malène, où le passeur avait déjà mouillé la barbe, c'est l'expression qu'on dit chez nous. Il avait donné un peu d'argent à la police des frontières. Et voilà, j'ai eu très peur parce qu'au niveau des frontières du Cameroun, le policier, il a failli me reconnaître. Il m'a dit, c'est vous, monsieur Len? J'ai dit non, peut-être c'est mon jumeau. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous allez faire en Italie? J'ai dit donc, je m'en vais faire des affaires et tout. Il m'a traîné, j'ai commencé à trembler. Mais finalement, je suis passé. C'est comme ça que je passe. J'arrive à Roissy Charles de Gaulle. Et puis j'ai erré dans la rue pendant quelques jours. On m'a volé mon sac. J'ai failli aller aussi en Angleterre parce que je voyais aussi des gens qui disaient, bon, l'Angleterre c'est bien et tout. Ben, finalement, je m'installe à Bruxelles. Et c'est comme ça que j'ai introduit la demande d'asile et puis je suis reconnu en novembre 2021. Donc, j'ai tellement gueulé, j'ai tellement insulté, entre guillemets, j'ai tellement dénoncé et comme je disais tout à l'heure, je suis d'une ethnie fière. Nous, on est têtus. Donc, même si vous nous interdisez, nous, on fonce. Bon, on ne regarde pas. Et j'ai tellement eu mal parce que quand je quittais le Cameroun, j'ai laissé mon fils qui n'avait que 10 mois. Donc, il a fêté déjà 4 anniversaires. Je ne suis pas là à côté. C'est vraiment difficile. Mais bon, on se dit toujours, ça va aller. Demain, on va se retrouver. Demain, on va fêter. Bref, on va se rattraper, quoi. Comment on fait pour faire du journalisme parce que tu disais que tu avais la tranche de 6 à 8. Oui, plus le journal. Plus dans le journal, je ne pouvais pas le faire parce que la tâche qu'on m'avait confiée, c'était la matinale et le journal de midi. Parce qu'à Yaoundé, les grandes heures d'écoute, c'est le matin. Et à midi, le journal de midi. C'est ça que je ne pouvais pas le faire à midi. Le seul endroit où je pouvais le faire, c'était le matin. J'ai été suspendu. On m'a retiré des programmes. Mais j'essayais toujours de créer des petites rubriques pour pouvoir m'exprimer. Notamment la revue de presse, j'ai profité de ça pour parler. J'ai tenu bon comme j'ai pu tenir, mais bon, finalement, ça n'a pas marché. Et puis, voilà, j'ai pu quitter le pays. Si on me pose la question de savoir aujourd'hui, comment est-ce que tu as fait pour survivre, étant sorti et arriver jusqu'ici, parfois même, je me pose aussi souvent la question, parce que c'était très difficile, mais bon, voilà.
Qu'est-ce qui ne plaisait pas, toi, Joséphine? Qu'est-ce que tu dénonçais et Qui ne plaisait pas au pouvoir. la réalité? Parce que vous êtes tous journalistes. Ça veut dire que vous ne preniez pas la parole en disant Vous aviez une obligation de journalisme aussi. Ouais. Et c'est ça qui est compliqué, parce qu'on dit quand on est journaliste, on n'a pas le droit aussi d'entrer dans la politique, on ne prend pas parti. Et pourtant, non. Si on ne dénonce pas ce qui n'est pas en train de bien se passer, ça veut dire que nous aussi, on est d'accord. Moi, je dénonçais par rapport déjà au troisième mandat. Le troisième mandat était anticonstitutionnel, donc il n'avait pas le droit de se présenter pour la troisième fois, parce que la Constitution ne lui permet pas de le faire. Et à partir de là, il y a eu beaucoup de morts, et surtout des jeunes de mon âge, des gens qui étaient mes amis, des journalistes ont commencé à disparaître, et tout ça, il fallait qu'on dénonce. Et il y avait des jeunes, Zimbabwe Koulé, c'est des jeunes du parti au pouvoir, c'est eux qui faisaient du n'importe quoi en ville pour essayer de faire peur aux gens, pour que les gens ne dénoncent pas, pour que les gens ne participent pas aux manifestations, par exemple. Et ça, il fallait dénoncer. Ça, si nous, les journalistes, on ne dénonce pas d'une façon ou d'une autre, nous sommes coupables. Pour moi, c'est vraiment très important et je ne regrette pas d'avoir fait ce travail parce que quand, par exemple, il y avait quelqu'un qui disparaissait, il y a des gens qui m'envoyaient des messages tout de suite pour dire « Mais écoute, est-ce que toi, tu veux bien le dire ?» Parce qu'eux, ils ont peur même pour dénoncer ce qui est en train d'être fait en mal contre les membres de leur famille. Et ça, c'est un peu compliqué parce qu'à un moment, il n'y avait plus de radio chez nous et on ne pouvait même pas dénoncer. Donc, il n'y a même pas, il n'y a plus de médias à part les réseaux sociaux pour pouvoir dénoncer ce qui se passe. Et donc, moi, je passais par les réseaux sociaux pour pouvoir dénoncer parce que j'étais connue et les gens, ils suivaient tout ce que j'étais en train d'écrire. Voilà. Ce n'était pas des mensonges, on est bien d'accord. Non, ce ne sont pas des mensonges. Non. Un journaliste, il ne ment pas. Il peut dire des demi-vérités, mais il ne ment pas. Il ne ment pas. Il n'est pas censé mentir. Il n'est pas censé mentir. Un bon journaliste n'est pas censé mentir. Il peut dire des demi-vérités, mais il ne ment pas. Fatimata, c'était quoi, toi, les vérités que tu dénonçais? Moi, je parlais de mariage forcé, d'excision, d'histoires de caste également, d'esclavage, parce que les histoires de caste, ils nous suivent. J'en parlais avec Jean-François d'ailleurs hier. Ça nous suit partout. Je donne un exemple simple. Il y a un village en Mauritanie. Ils ne peuvent pas enterrer, les griots ne peuvent pas enterrer leurs morts dans ce village. Ils sont obligés de les transporter, d'aller jusqu'à Rosso Sénégal, en fait, pour les enterrer là-bas. Ils n'ont pas le droit. Donc, les gens ne savaient pas ça. Donc, j'étais obligée d'aller là-bas pour dire au monde entier que cela existe en Mauritanie aujourd'hui. J'étais obligée de parler de l'esclavage pour dire au monde entier que l'esclavage existe encore aujourd'hui en Mauritanie. Le président Mohamed Abdel Aziz, quand il sortait, quand il y avait des ITV, etc., ne parlait pas de cela. Et à chaque fois qu'on lui posait la question à savoir est-ce que l'esclavage existe en Mauritanie, il disait non, ça a été banni depuis belle lurette, alors que c'est faux. Jusqu'aujourd'hui, les esclaves, quand une femme esclave donne naissance à une fille, elle est obligée pas de vendre en fait, elle est obligée de prendre sa fille, de la remettre à une famille de Mours blancs, de bazar, une petite fille de rien du tout, de 5-6 ans. Donc cette fille, elle est là chez ces Mours blancs, elle accompagne les enfants de ces Mours blancs à l'école et elle n'a pas le droit d'étudier, elle n'a le droit de rien faire. Et cela existe encore jusqu'aujourd'hui en Mauritanie. Donc, je dénonce cela, je continuerai à le dénoncer sur Facebook. Et ce que j'ai dit également à Jean-François, que moi, Fatimetou, je retournerai en Mauritanie. J'attends simplement que Sarah ait 18 ans, si elle a envie de... Voilà, elle sait qu'elle est mariée légalement en Mauritanie aujourd'hui. Mais ici, elle fait ce qu'elle veut. Et si demain, à 18 ans, elle me dit, Fatima, maman, moi j'ai envie de voir mon mari, j'ai envie de retourner voir mon père, ça, ce sera son choix. Mais moi, à 18 ans, dans 4 ans, moi je retournerai en Mauritanie, même si je sais qu'il y a un mandat d'arrêt qui a été lancé à mon encontre, mais je retournerai pour continuer à défendre ces jeunes filles. Il y a aussi le cas de Oumaima, qui est là dans le public et qui, elle, était à Gaza. Alors, je ne sais pas si...
speak about your experience. Et donc, Oumaima, elle me disait qu'elle aussi, à Gaza, tu comprends quand je parle en français, que tu parlais beaucoup de ce qui était tabou. Yes, yes. Mariage forcé. Donc, tu étais la présentatrice du journal et puis tu te servais des réseaux sociaux pour parler des mariages forcés, de ce genre de réalité. Et on t'a fait comprendre qu'il fallait arrêter. Okay. Actually, I was specialized in women's affair. And this includes all their legal affairs, their circumstances inside the Palestinian society, their right to education, because I'll try to make it even simpler. Okay, so one of the main problems that really provoked me, and I worked against it very well, is even if in a family, the girl finishes high school with the highest marks that entitles her to go to any college she wants, the family prefers to pay for the son and not to pay for the girl to go to the university, just because they think that the man or the son, he is worth it more than the girl, even if the girl is more intelligent and she is working hard. So I worked so hard against this, and I worked with many NGOs to try sometimes to collect fund for funding the university studies of the girls. And also getting married under the age of 18. Sometimes they get married when they are still 13 or 14. And the custody of the children in case of divorce or being a widow, they would take the children when they are 9 and 11 for the girls. So I managed actually to raise the age to 13 and 15. But when Hamas took over the Gaza Strip, they went back to the old law. It's effective in the West Bank, but not in the Gaza Strip this time. So I had my own talk shows live with public inside the studio, with phones live, and with guests. And I was very well known. I couldn't walk in the street because everybody knew me. In addition to being responsible for the European file in the International Relations Departments, I was responsible for the news exchange, for all the news exchange circuits around the world, including the Eurovision. But Hamas came. And they wanted me to work for them with the Europeans, and of course I said no. And like they told me, their message to me was, if you're not with us, you are our enemy. And I was the best enemy for them because the fights never stopped. They stopped me from working in any journalistic work inside Gaza. And if I managed to go outside Gaza, coming back, they would arrest me and interrogate me. And also I had a side fight with them concerning their military works in my land, which endangered my house and my family. And finally, they put a gun in my head, but I survived, and I had to sell my house. I even paid money so I can cross the borders to Egypt. I paid money to them, of course. And I fly to Turkey, and I walked on foot from Turkey to Greece, and finally I ended here. I study French. Un jour, je parle français couramment, Inshallah. And I'm honored to say that I finished my master's degree in the University of Mons last September. And next year also, thank you. Next year also, I'm going to join Faculty of Human and Social Sciences to finish my doctorate, inshallah. And I'm looking for a job, but I'm not being seen yet. I hope one day they can see me as a human, as a journalist,
as someone who is trustworthy to work and help in giving this society. Thank you. On peut se poser la question peut-être avec vous trois. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à... Ça aurait été plus facile, non, de se dire, bon, bah, je vais quand même, je vais arrêter, je vais garder mes idées pour moi, je vais garder ma place au journal de la télé mauritanienne, à la radio du Burundi. Qu'est-ce que vous a... Enfin, qui fait que vous avez fait ce choix? En fait, moi, je pense que je n'ai même pas fait ce choix. C'est arrivé brusquement. Quand j'ai été renvoyée, c'est arrivé brusquement. Je ne savais pas que ça pouvait arriver. Si j'avais réfléchi, peut-être que je ne l'aurais pas fait. Parce que j'ai dénoncé pour dire tout ce qui est en train de se passer exactement. Je ne pense pas que c'est qu'on décide de le faire comme ça. C'est quelque chose qui vient et tu te mets à travailler et à vouloir dénoncer. Mais je ne pense pas que c'est même pour ceux qui peut-être ont fait ce choix, je ne pense pas qu'ils le font vraiment, qu'ils savent qu'ils sont en train de faire ce choix. Imagine quelqu'un qui t'envoie un message pour dire il y a mon père qui vient d'être arrêté, est-ce que tu veux bien l'écrire sur Twitter, comme ça tout le monde va savoir ce qui est en train de se passer. C'est ce genre de choses, c'est ce genre de situation, en fait. À un moment, ça t'énerve, tu ne comprends pas, tu te demandes, mais comment est-ce que l'humain peut être aussi méchant pour venir dans une famille, prendre un papa ou une maman alors que les enfants sont là, ou même les tuer, et puis tu ne vas rien dire. C'est ça, en fait, qui t'encourage, parce qu'après, il y a peut-être des résultats, on va retrouver ces gens-là, on va retrouver, même si on retrouve les corps, mais au moins on va trouver ces personnes, ou peut-être on va même connaître la vérité sur ce qui est en train de se passer exactement dans un pays. Ouais. Moi, je vais faire simple, parce que je vais dire que quand on n'est pas journaliste, on est journaliste. Donc, on l'a dans le sang. Et moi, c'est une promesse, en fait, que je me suis faite quand j'étais étudiante à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, et que je me suis mariée là-bas par amour, et que quand j'ai divorcé, je suis rentrée en Mauritanie. Donc, j'ai dormi dans la rue avec mes deux enfants, mes deux garçons. Donc, je suis issue d'une famille très aisée en Mauritanie. J'ai dormi pourtant dans la rue, et donc j'avais deux choix. Celui de rester à la rue ou celui de me marier avec le père de Sarah. Donc c'était un mariage forcé entre guillemets, parce que voilà, je l'ai accepté pour protéger mes garçons de la rue. Donc après le divorce, je me suis fait cette promesse d'aider toute jeune fille victime de mariage forcé. Voilà, donc c'est ça. Le journalisme était la voix, vu que j'étais le visage du 21h30. Donc, à l'intérieur du pays, par exemple, il n'avait que la TVM. Donc, quand j'arrive, c'est Fatimitou qui est là. Donc, je profitais en fait de ça pour sensibiliser. Toi, Emmanuel, tes convictions t'ont même séparé de ta famille. Oui, mes convictions m'ont séparé de ma famille. Vous savez, quand vous êtes dans un pays qui a tout pour réussir, pour être un pays qui peut s'occuper de sa population, et qui n'arrive pas parce que soit la troisième personnalité du pays, met tous ses enfants dans des grandes écoles, et ses beaux-fils, ses belles-filles, sans que ceux-ci ne soient passés par des concours ou aient la compétence nécessaire, ça révolte. Ça révolte. Quand j'étais à Yaoundé, j'ai croisé quelques amis. Et ils m'ont dit, tiens Emmanuel, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais? Je dis, écoute, je suis journaliste à la radio Soleil FM. Ils se sont exclamés. Ils me disent, Kai, tu dis, qu'est-ce qui ne va pas? Ils me disent, mais tu es allé dans un métier très dangereux. Qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas? J'ai dit, écoute, moi j'aime ce que je fais, j'aime ce métier. Sinon, je n'accepterais pas de prendre la matinale où je dois me lever très tôt le matin, du lundi au vendredi, c'est beaucoup épuisant. Et ma maman de me dire, ma maman ne savait pas que je faisais ça, que j'étais allé faire journalisme. Et quand elle s'est rendue compte, vu le contexte du pays, elle s'est un tout petit peu fâchée. Elle a dit, je ne veux pas te perdre, tu es encore jeune, pourquoi aller mourir dans ça? Mais j'ai dit, maman, moi j'aime ça, j'aime
je peux faire autre chose, mais je vais toujours revenir sur mes pas. Donc, il y a cette conviction-là que j'estime qu'il faut, comme Joséphine a dit, il faut dénoncer. Il faut dénoncer. J'avais fait une publication sur mon mur Facebook une fois et j'ai identifié quelques collègues et connaissances journalistes au pays. Et il y a une qui m'a écrit, qui m'a envoyé un mail, qui m'a dit « S'il te plaît, Emmanuel, s'il te plaît, ne m'identifie plus dans les publications. » Et j'ai demandé pourquoi. Elle me dit « Elle est encore jeune, ses enfants doivent grandir, elle ne veut pas de problème. » Donc, il y a tellement de violence dans les réseaux sociaux. Même quand tu postes, tu donnes ton point de vue sur une actualité au pays, on te taxe vite fait de celui-là qui n'est pas patriote, qui n'aime pas son pays, qui est contre le président de la République. Tu n'as qu'à rester là-bas. Mais non, je vais rentrer chez moi. Je vais rentrer le moment venu, je vais rentrer. Si on me demandait, veux-tu rentrer là, j'ai dit oui, parce que j'aime mon pays, mais on ne nous permet pas d'exercer ce métier-là quand tu n'es pas d'accord avec un membre du gouvernement ou le président de la République. Et parfois même le président de la République n'est même pas au courant qu'on a arrêté X ou Y. Ce sont des personnes zélées qui se taguent, qui se bombent le torse et ils disent « Bon, moi, je vais te montrer que je suis l'ami de Paul Biya. » Pourtant, Paul Biya ne le connaît même pas. Et on te fait de la merde comme ça. Donc voilà, autant de choses qui révoltent et qui nous poussent à toujours parler. Ça fait quoi d'être ici dans un pays où on peut aller sur une grande place, on peut prendre un parlophone, on peut, tant qu'on respecte des règles de base, pas d'incitation à la haine, on peut dénoncer le gouvernement qui est le nôtre, on peut dénoncer l'inaction, ou en tout cas on a le droit de dire qu'un ministre, selon nous, n'est pas efficace, ou que... Moi, c'est l'une des choses qui m'a marqué. Faire grève ici, c'est quelque chose de bien. Déjà chez nous, c'est interdit. C'est interdit. Parce que chez nous, quand tu vas faire grève, on n'attend même pas que tu ailles déposer ta lettre de... Comment on appelle ça de démission ou chez le sous-préfet, c'est comme ça qu'on appelle chez nous au Cameroun, parce qu'il faut aller à la préfecture pour déclarer ta manifestation. Donc, on va t'arrêter directement, on va te dire, c'est vous qui voulez s'aimer, parce qu'on a voté une loi à l'Assemblée nationale camerounaise qui condamne à plusieurs années de prison, juste parce que tu as manifesté. On te met dans la case des terroristes, parce qu'il faut savoir qu'au Cameroun, le Cameroun parle anglais et français, et la partie anglophone du Cameroun est actuellement en guerre depuis bientôt 6-7 ans. Donc, il y a de la guerre là-bas. Mais personne ne parle de ça. Quand vous allez regarder la chaîne nationale, on parle plutôt que le président, il est beau, il est jeune, il a fait tel projet. Et moi, ça m'énerve. Ça m'énerve énormément. À lieu de parler des vraies choses. Donc, moi, quand je viens ici, je vois des gens, bien sûr, en respectant certains principes, dit que, par exemple, le ministre de la Santé, on ne veut plus tes masques, on en a marre, on veut retirer ça. J'ai dit, waouh, ça, c'est bien, ça fait du bien. Parce que chez moi, tu as envie de faire ça. Moi, j'ai un collègue qui a essayé de le faire. On l'a chopé directement. Il a fait 6 ans de prison sans être jugé. Hein. Sans être jugé. Vous avez l'impression que nous, en Europe, on ne mesure pas la chance ou en tout cas cette réalité? Alors, je pense que vous ne savez pas la chance que vous avez parce que... Moi, j'ai déjà participé à 2 manifestations ici en Belgique. La première manifestation, c'était pour George Floyd, cet Américain, Nord-Américain qui a été tué par des policiers. Alors, pour la première fois, j'ai manifesté, j'étais contente même qu'on me prenne en photo. Alors que quand j'étais chez moi, je dis, mais s'il y a quelqu'un qui me prend en photo, mais je le tue moi-même, parce que je sais que mes photos vont circuler. Et quand j'ai participé à la manifestation du 13 mai, je pense, si je ne me trompe pas, le jour où il y a eu le coup d'État, c'est le 13 mai au Burundi. Ce jour-là, j'ai fait une manifestation où j'avais une pancarte « Pas de président monarque, Nkurunziza out ». Et là, j'ai vu ma photo circuler 5 minutes plus tard. Et les jeunes Imbonerakure disaient il faut qu'on la viole et c'est elle qui va nous donner d'autres Imbonerakure. Donc ça m'a vraiment fait peur. Donc j'arrive en Belgique où je vais juste à Louise avec mes pancartes, je fais les manifs, je rentre à la maison tranquille. Après je me dis mais il y a un problème ici parce que c'est trop de liberté. C'est vraiment trop de liberté, vous ne vous rendez pas compte. Et j'ai fait une autre manifestation aussi quand notre président Ndayishimiye était ici. On a fait une autre manifestation à Schuman.
Et là, je savais déjà que mes photos ou les vidéos qui ont été prises là-bas vont être publiées un peu partout au Burundi ou un peu partout dans le monde, parce qu'il y avait plein de journalistes. Mais je savais bien que j'allais rentrer chez moi tranquille, sans problème. Mais c'est pas ce genre de choses que je peux me permettre aujourd'hui si je suis au Burundi. Je pense que si, par exemple, on permettait à tout le monde d'avoir une certaine liberté ou d'avoir ce genre de liberté qu'ici on a en Europe, mais alors il y aura beaucoup de personnes qui vont dénoncer sur les places publiques, ça c'est sûr. Mais ici déjà il n'y a pas de manifestation, peut-être la grève des mercredis, je n'y vais même pas parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord pour cette grève et que je vais en profiter plus tard aussi. Mais tout là, quand on entendait parfois certaines personnes expliquer les règles sanitaires strictes, les choses, on nous disait en dictature. Moi, je peux simplement dire waouh, en fait. Au moins, il y a cette liberté d'expression ici, en Belgique, en Europe, que nous, on n'a malheureusement pas. Parce que en Mauritanie, c'est le rédacteur en chef. Moi, je ne faisait que présenter. Donc, même les papiers, on imprimait le journal, on me l'amenait sur le plateau parce qu'ils avaient peur, en fait. Ils avaient peur que, et le rédacteur en chef, il était à côté, de peur que je fasse sortir un autre papier pour raconter une bêtise. Et juste une petite anecdote, j'ai été virée de la TVM parce que j'ai éclaté de rire, parce qu'en fait, il y avait le discours du président, il y avait un petit derrière qui se moquait et moi, j'ai pas éclaté de rire à cause du président, en fait. C'est vrai qu'il racontait des bêtises, il parlait de riz, mais c'est à cause du petit, qui était derrière. Et c'était juste au moment où le président disait que malheureusement en Mauritanie les pauvres qui n'ont rien dans la tête, qu'ils ne font que faire des enfants, vu qu'ils ne travaillent pas, etc. Et c'est à ce moment que j'ai éclaté de rire et j'ai été renvoyée. Mais c'est vrai que l'association des journalistes, eux, ils se sont battus pour que je réintègre la TVM. Et c'est le président lui-même, en fait, qui a donné l'ordre que je réintègre la TVM. Mais pour vous dire à quel point c'est strict chez nous et qu'ici, c'est juste waouh. C'est vrai, voilà. Dernière question, après on passe vite les micros. Il y a encore de l'opposition journalistique dans vos pays? Oui, mais les gens ont peur, en fait. Les gens ont peur. Ouais. Oui. Il y a toujours des gens qui s'opposent. Mon collègue que j'ai laissé au Cameroun, lui continue le travail. Hein. Et il finit toujours en disant, j'ai encore parlé ce matin, il m'a encore dit que j'ai fait ça. Lui, il subit des menaces là-bas. Il subit des attaques, que ce soit visibles ou invisibles. Mais il tient bon. Donc il y a toujours des journalistes qui manifestent, qui dénoncent des choses, mais c'est pas évident. Ils sont la plupart du temps envoyés en prison pour quelques temps. On nous dit souvent que c'est pour que vous vous calmez un peu, après on va vous faire sortir encore. Je pense qu'au Burundi, il y a des bons journalistes, mais ceux qui dénoncent, il n'y en a plus parce que nous sommes tous sortis du pays, nous sommes ailleurs. On va voir si vous avez des questions à poser. Je ne sais pas, je me demande si on peut pas essayer sans micro. Si on n'entend pas, on passe par les micros, mais à mon avis, ça ira plus vite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... n'hésitez pas. Vous avez trois personnes qui ont vécu des choses absolument incroyables. Et quand même, c'est des actes héroïques. Est-ce que vous vous sentez encore pleinement en sécurité ici? Est-ce que vous vous sentez pleinement en sécurité ici? Ou alors est-ce que vous avez encore une peur qu'on puisse vous retrouver et vous faire du tort par rapport en tout cas aux propos que vous tenez par rapport aux mauvaises choses qui se passent dans votre pays, etc. Moi, par exemple, ma première année ici, j'avais tellement peur que j'accompagnais Sarah à l'école. Donc, je restais devant l'école à attendre la descente parce que, son père, c'est quelqu'un de très puissant. C'est un proche parent du président de la République. Donc, j'avais peur qu'ils engagent des gens pour l'enlever. Mais j'ai été rassurée par les autorités ici puisque j'ai porté plainte contre lui. Donc, j'ai été rassurée que, Mais bon, on ne sait jamais, il peut passer par la France, comme moi je suis passée par la France. Donc je suis toujours sur mes gardes.
Oui, on a toujours peur parce qu'ils utilisent plusieurs moyens pour nous atteindre. On peut utiliser une femme, on peut utiliser un cousin, un ami, quelqu'un oui, pour nous atteindre. Ça c'est vrai. Donc, on doit toujours rester sous nos gardes. Mais la chose qui est bien, c'est parce qu'on est à des millions de kilomètres de nos pays. Parce que si on était comme au Gabon ou au Congo, ça serait plus facile de nous atteindre. Mais là, on les donne un peu, entre guillemets, du travail pour nous atteindre. Quand tu dis, enfin, tu as dit une femme, par exemple, on pourrait imaginer qu'ils envoient... Oui, on peut utiliser une femme, c'est-à-dire vous vous rencontrez dans un bar, dans un nightclub, c'est pas moi, à l'école, par exemple, quand je fais des cours à l'école, voilà. Toi, tu es ici que tu as trouvé la coco de ta vie, pardon, la femme de ta vie. Tu es ici, tu es content, alors qu'elle est là pour te pourrir la vie. Ça existe. Ça existe. Alors, moi, j'ai peur, par exemple, parce que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de Burundais qui sont entrés en Belgique par la Serbie. Et on parle de jeunes Zimbabwe Koulé qui sont entrés dans Solo. C'est maintenant que je commence à me rendre compte que peut-être ils peuvent toujours me faire du mal, mais je fais souvent attention. Je suis toujours entourée des gens en qui j'ai confiance. Et si je dois boire, par exemple, dans un verre, tant qu'il n'est pas fini, moi, je ne me lève pas du tout. Parce que je ne sais jamais ce qui peut arriver. Je continue toujours de dénoncer. Et aujourd'hui, il y a plein de problèmes. Aujourd'hui, par rapport à ces gens-là qui viennent d'ailleurs et à qui on doit dire... s'il vous plaît, la Belgique, veuillez les accueillir, veuillez leur donner des centres d'accueil. Et s'il y a des gens à qui ça ne plaît pas, donc ils peuvent toujours essayer de nous faire du mal. Donc. Mais je sens quand même que je suis en sécurité. Ce n'est pas comme si j'étais encore en Afrique ou que j'étais toujours soit au Bénin ou soit au Burundi où je vivais. Non. Ici, je sais que je suis en Belgique. Je suis couvert par la Convention de Genève. Je suis réfugiée et j'ai mes droits. Je connais mes droits maintenant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Mais je vais commencer par vous remercier vraiment parce que tous vos témoignages, ils m'ont mis les larmes aux yeux. Je déborde d'émotions littéralement, c'est vraiment très compliqué parce que c'est vrai qu'il y a plein de réalités que vous avez abordées et avec clairement mon privilège de femme blanche européenne. Il y a des choses où je sais quand même que ça se passe à l'étranger, etc., mais pas avec cette profondeur et pas avec cette douleur. Donc, merci pour la claque que vous venez de me mettre. Et du coup, j'ai envie d'aller plus dans le côté positif et de vous demander, c'est quoi votre plus grand espoir? Votre idéal, ce serait quoi? Si, voilà, Harry Potter est là, il vous prête sa baguette, demain, ça se passe comment? C'est de trouver avant tout un travail dans le journalisme. Continuer ce métier que j'aime. C'est vrai que grâce à l'association Engage, que je remercie vraiment du fond du cœur aujourd'hui, parce que grâce à eux, j'ai pu travailler au moins 6 mois à TVcom. Et voilà, si je peux continuer cela, oui. Ouais. Voilà. Merci Jean-François, merci André. Oui, merci à l'association Engage, parce que quand moi je suis arrivé en Belgique, je ne connaissais pas, je ne savais pas qu'il y avait une association comme ça. C'est une association Caritas qui m'a mis en contact avec Jean-François et c'est comme ça que je suis entré dans l'association. Si Harry Potter me donnait sa baguette, il me disait, Emmanuel, qu'est-ce que tu veux? Je dis, je vais refaire ce que j'aime, ce qui me plaît, c'est-à-dire donner du plaisir à ceux qui m'écoutent, faire ce que j'aime faire tous les matins, avec les grands matins et surtout être à côté de mon fils aussi parce que ça fait très longtemps. Pour moi, c'est vraiment très simple. Je mets à côté ma vie professionnelle. Ce sera beaucoup plus ma vie de femme, avoir un mari, avoir des enfants, avoir une maison et vraiment avoir ma petite vie que j'avais au Burundi. C'est vraiment impossible parce que la vie que je menais là-bas, je ne peux pas l'avoir ici. Mais si je peux être journaliste à la télé, oui, ça me plairait bien plutôt qu'à la radio parce que là, on va me voir, on va sentir vraiment ma voix et on va voir que... Et puis, les gens avec qui j'ai discuté, ils vont avoir vraiment, ils vont connaître cette image, peut-être de l'Afrique ou même, je pourrais traiter des sujets qu'on oublie souvent ici dans les médias. Et la liberté de presse dans vos pays, vous y croyez?
Je n'y crois pas du tout. Je pense que ça va venir un jour. Moi, je pense que les choses vont changer. Il va y avoir des gouvernements. Il faut quand même qu'on arrive à positiver un peu. Il va y avoir des gouvernements peut-être qui vont permettre une certaine ouverture. Parce qu'avant, il y avait ça. Aujourd'hui, pourquoi ce n'est pas en train de se passer comme on veut? C'est tout simplement parce qu'il y a des gens qui veulent rester au pouvoir, ils sont en train de voler. Il y a beaucoup plus de problèmes qu'ils veulent cacher. Mais il y a des pays, par exemple, qui sont en train de s'ouvrir au monde. Ils ont besoin des réseaux sociaux, ils ont besoin des journalistes, ils ont besoin de mieux communiquer. Et je pense que les choses vont changer. En tout cas, je garde espoir. Pour nous sinon, c'est mort. Moi, j'ai souvent l'habitude de répondre à ceux-là qui me posent cette question. Écoutez, chez nous, au Cameroun, on a des lois d'apparat. C'est-à-dire quoi, on vote des très très beaux lois, des jolis textes là sont votés et adoptés, et puis on va les garder dans les tiroirs. Et quand des organisations internationales arrivent, on va ressortir, on va dire tiens, Fatimato, tu vois, on a voté cette loi, ça fait, tu as confiance. Mais dans le fond, ça n'existe pas. Donc moi, la liberté d'expression au Cameroun, pour moi, non. Je n'ai pas espoir. Pourquoi? Parce que quand vous allez déjà à Yaoundé, il y a une multitude de radios, presse écrite, télévision, c'est énorme. Et c'est fait à dessein. C'est mieux divisé pour venir. Donc si on laisse quelques presse écrites, et voilà, le gouvernement n'aura plus un contrôle. Nous n'aurons plus cette force-là de pouvoir tenir les journalistes. Parce qu'avoir un journaliste qui décrit les choses, ce n'est pas toujours très bon pour son image. Oui, il y avait... Je voulais vous demander si tout ce qui se passe dans vos pays, s'il y a encore, par exemple, en Mauritanie, des jeunes filles qui aimeraient aussi débuter et devenir journalistes à l'heure actuelle. Je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'on a une école de journalisme en Mauritanie, mais la plupart des journalistes là-bas, c'est très rare qu'ils dénoncent, en fait. C'est nous, Noirs, qui dénoncions, en fait, ces situations. C'est un problème, en fait, de mentalité. Un problème de mentalité, parce que tant que ce problème de caste, ce problème d'esclavage, ce problème de mariage forcé reste en Mauritanie, existe encore en Mauritanie, c'est à cause des mentalités. Donc je pense pas que ces journalistes vont dénoncer cela, parce que ça les arrange d'une part, en fait. Oui, monsieur et puis monsieur Dra. Je remercie les trois journalistes pour leur témoignage très poignant. Ça me rappelle en fait la situation de nos pays qui n'est pas loin du Cameroun et du Burundi, la République démocratique du Congo, qui actuellement connaît également ces problèmes de liberté de la presse. Récemment, il y a la journaliste française Sonia Romé qui a été expulsée de la République démocratique du Congo. Mais au-delà de ça, il y a des situations telles que la guerre que nous vivons actuellement à l'est du pays. Les journalistes sont la cible parfois du gouvernement, voulant leur imposer une certaine ligne de conduite et une certaine ligne éditoriale pour diffuser l'information, où on voudrait que les journalistes donnent au public des informations qui sont en faveur de nos forces armées, même quand la situation sur le terrain n'est pas en faveur des forces armées. Et c'est là peut-être que je reviens sur ce que Joséphine a dit tout à l'heure sur l'éthique, même la déontologie des journalistes, de ne pas mentir à l'opinion. Dans cette situation, je me demande comment est-ce que le journaliste peut se comporter face à son patriotisme et face à la réalité sur le terrain. Qu'est-ce qui est normalement conseillé entre diffuser une information que les rebelles avancent vers une ville stratégique et cacher la réalité à l'opinion? Cacher la réalité, c'est être complice, hein, tout simplement. Alors, je pense que tout journaliste, comme je l'ai dit, doit toujours dire la vérité. Donc, dans certains moments, je sais qu'il y a eu des problèmes avec les journalistes burundais, par exemple, qui donnaient la parole à la rébellion du moment, qui était le CNDD, qui est devenu maintenant le parti au pouvoir, le CNDD-FDD.
Mais certaines personnes disaient que les journalistes ne faisaient pas bien leur travail parce que tout simplement ils tendaient le micro à la rébellion. Mais la population aussi avait le droit aussi de savoir qu'est-ce que cette rébellion vient faire et qu'est-ce qu'elle va changer si elle devient comme un parti politique. Et voilà, plus tard, c'est devenu un parti politique. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Leur second président, maintenant, il va faire 7 ans de mandat. Il va peut-être faire encore 7 ans, mais qu'est-ce qu'ils ont changé depuis qu'ils sont là? Donc, c'est tout ça qu'il faut... qu'il faut aussi parler dans nos journaux, qu'il faut aussi diffuser, mais sans vraiment prendre parti. On peut dire, mais voilà, la rébellion pense ça, on leur donne le micro. Mais on leur donne pas le micro pour qu'eux, ils donnent leurs informations pour dire, maintenant, nous sommes à tel endroit et on va prendre telle région. Et de toutes les façons, le CNDD, FDD, c'est devenu un parti politique, mais une rébellion qui n'a jamais gagné même une commune. Ils sont juste entrés parce qu'ils ont signé les accords d'Arusha. Et sans les accords d'Arusha, ils ne seront jamais venus au pouvoir. Et tout ça, on en parlait, mais on ne peut pas cacher cette réalité aussi des choses. Ouais. On a 2 questions là-bas. Moi, je voulais juste quand même prendre 30 secondes pour expliquer que moi, je travaille dans une rédaction en Belgique, la rédaction de RTL TVI. Je travaille pour le journal télévisé. Et je voudrais juste vous rappeler que je sais qu'il y a beaucoup de mouvements pour l'instant, on remet la crédibilité des journalistes en cause, etc. Mais moi, je suis le témoin direct de ce que on a une liberté de parole presque totale, mis à part les règles de base, donc pas d'appel à la xénophobie, ça, ce sont les règles de base, c'est fondamental. Mais lorsqu'on va vous faire croire que nous sommes à la merci, à la botte de la politique, etc., moi, je suis un témoin direct et je peux vous affirmer que cette réalité d'imaginer qu'un ministre nous appelle en disant vous allez faire un reportage là-dessus et on nous fera comprendre qu'on n'a pas le choix et vous allez faire votre reportage dans cette orientation, etc. En Belgique, c'est quelque chose qui n'existe pas et qui est loin de tout ce qu'on vient de nous dire ici. Je vais même vous expliquer que moi, j'ai un rédacteur en chef qui va nous pousser à aller chercher de la confrontation et de la contradiction. C'est-à-dire, lorsqu'un ministre va annoncer une mesure, on va nous challenger et on va essayer de devoir trouver la personne qui va dire oui, ça c'est bien, sauf que tac, 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 tac. Et en fait, c'est une chance inouïe qu'on a de pouvoir faire ce travail en Belgique avec une liberté complète. Moi, je n'ai de compte à rendre à personne. J'ai des comptes à rendre à mon rédacteur, mais je sais qu'il est nourri de ces intentions-là, et y compris pour un média comme le mien, qui n'a peut-être pas toujours la meilleure des presses, mais c'est la réalité, c'est-à-dire qu'on a l'occasion, alors on va relayer la parole d'un ministre, c'est normal, ce sont quand même nous qui décident de une bonne partie de notre quotidien, et on doit le faire, et c'est logique, mais on a l'occasion derrière de donner des messages qui seront différents, et c'est une grande chance. Voilà. On vient juste. Et je ne vous oublie pas, monsieur, juste derrière vous. On commence par vous. Oui, on pourrait croire qu'il y aurait de l'impression de Jean-François. Hello. Here. Well, am I able to ask my questions in English language? All right. I think that will go for you mainly. Please, first, I want to know what is the duration between your application, for the asile, and then when you have when you have it confirmed? Yeah. It took more than 2 years. And for Palestinian coming from Gaza, it wasn't the case because before the end of 2018, Palestinians from the Gaza Strip were recognized as one of the top 10 nationalities deserving international protection in Belgium. Malheureusement, je suis arrivée. And they changed. Even when I was granted a social house,
even when I was granted a social house, during the procedure, I was the last one who got a social house. After me, they refused it for Gazans, and they would rest and stay all the duration of the procedure in the refugees centers. Like I know some girls, they stayed 3.5 years in one room with other 6 women till they got the international protection. Okay, being a journalist, maybe this is the reason why I was granted the international protection, but it did not shorten the time. No, it did not. Yes, okay, yeah, sorry. Yeah, your job seeking in relation to your job, to your non-speaking French and all that, how does it go? Like you've been seeking jobs here, but you don't, of course, like I do, speak good enough French. How is it going? Okay, I need more time to answer this. I need more time to answer this, so it's not in 20 seconds. Okay. It's okay, you answer now? Yes, I'm answering this now. First of all, I don't speak French or enough French to be a journalist with a professional French language for journalism. But my colleagues here do. And they are still looking for a job and fulfill their professional identity like me. Even when I contact all kinds of association here, even they are working in Brussels with English language only, I still get no. I was feeling so bad about it. My husband was trying to make it easier for me, and he told me, Umayma, what can I tell you? You have all the reasons to get a no. You are a refugee, an Arab, a Muslim, dark face, black hair, from Gaza, and you are 58. What can I do? Actually, also, I want to mention that the subject of my thesis dissertation for my master's here in the University of Mons, the subject is what are the needs of Palestinian refugee journalists to be professionally integrated in the Belgian media landscape. It's my case and others' cases, and it's very dark. Actually, I would like to add one more thing. For the Belgian society and the Belgian citizens, it's not their duty or interest to go after exiled journalists one by one. But I understand that there should be a culture to appreciate supporting organizations, and Engage is a leading organization in this field. And in my study also, it is one of the most successful tools and means to grant the professional integration for exiled journalists. So I'm calling here with a big gratitude and a big thanks for Engage, that please reach out for Engage, and you will reach out for every exiled journalist. It's the home of exiled journalists. Thank you. Si Julia, tu me permets une seconde. Bon, merci, hein, mais nous, on ne vient que pour entendre des louanges, d'ailleurs, c'est ça qui est... Non, je voulais quand même ajouter un élément à la question de monsieur. On a créé un média qui s'appelle Latitude, on l'a créé avec l'ULB et la VUB, qui est un média qui permet précisément aux journalistes exilés et des personnes anglophones comme Umayma de publier. Donc elle a raconté en 6 épisodes ou 7 épisodes son exil, donc depuis Gaza, l'Égypte, la Turquie, la Grèce, etc. Et c'est un récit incroyable parce qu'il est super bien écrit. On est d'ailleurs plus près d'un journalisme littéraire que d'un journalisme de compte-rendu, forcément. Comme
comme c'est un média, c'est www.media latitude, en un mot, latitude au pluriel.be, c'est un média qui publie en anglais, en néerlandais et en français. Le récit de Domaïma est donc paru en anglais et a été traduit également en français. Voilà. Et les journalistes exilés qui publient des articles, des vidéos, des photos, des podcasts sur Latitude sont rémunérés au tarif belge professionnel. Tant qu'on a des subsides pour les rémunérer, on joue comme ça. Le jour où il n'y a plus de subsides, on verra. Donc voilà, je vous invite à aller aussi sur... C'était ma minute de publicité, mais à RTL, on est habitué. Hein. Oui, merci. J'ai demandé la parole expressément. Je suis Édouard Dji, je viens de la République démocratique du Congo. C'est pour répondre à la question de mon confrère. Je viens du Kasaï. Je donne cette précision parce que ça va accompagner mon argument d'après. Je vais d'abord confirmer la parole du présentateur qui dit qu'ici, on se sent vraiment en liberté. Je vais vous faire une blague. J'écoute la radio, on me dit les diables ont posté devant un avion, mais finalement, ils ne l'ont pas pris. Ils ont pris un autre avion. Mais vous dites ça au Congo, mais vous êtes arrêtés. Ça passe sur une chaîne, le directeur est convoqué, le rédacteur en chef est convoqué. Comprenez dans quel pays nous vivons. Comprenez quelle liberté vous avez. Quand j'ai suivi à la radio, j'ai dit ça passe sur RTL TVI notamment, sur la 1, ils ont posté sur un avion, mais parce que le réservoir, avant, j'ai cru que c'était une blague. J'ai dit non, c'est une blague. Ça ne peut pas passer, mais ça passe. Et les journalistes, demain, ils sont les mêmes, ils continuent. Dans beaucoup de pays, dont les pays de mes collègues qui sont devant, une information comme ça ne passe pas. Moi, mon premier souci dans mon pays, c'est tout simplement parce qu'il y avait un opposant qui s'est réclamé, qui disait qu'il avait gagné les élections. Il a même prêté serment, si vous les connaissez, parce qu'il est mort ici en Belgique. Le père de l'actuel chef de l'État, c'était Etienne Tshisekedi. Alors, à un certain moment, il y a eu les élections avec Kabila. Lui disait avoir gagné les élections. Il a même prêté serment. Et il commençait à appeler à des manifestations. Et un jour, il a appelé à une journée ville morte. Et le matin, moi, dans mon journal, j'ai introduit, j'ai dit, c'est aujourd'hui que nous saurons si les gens vont obéir à Tshisekedi ou à Kabila. Et pour ça, j'étais interpellé. J'étais au cachot pour avoir dit seulement ça. Vous comprenez un peu dans quel pays nous vivons. Je me rappelle encore avoir été au cachot parce qu'un jour, j'ai rapporté que le gouverneur des provinces était chassé d'un village. Et c'était vrai. Et son conseiller a donné sa version des faits. Mais parce que moi, j'ai donné l'autre version qui disait qu'il était vraiment renvoyé de son village, mais j'ai eu des ennuis pour ça. Voilà un peu les problèmes. Alors, je vais répondre à la question de mon compatriote qui demande comment ça se passe si vous dénoncez dans une situation de guerre de l'Est. Je vais d'abord rappeler ici à tout le monde que cette même liberté dont mon ami avec qui je fais connaissance, c'est Simon le nom. Voilà. On a échangé avec Simon qui a posé la question sur la liberté de la Belgique. J'ai dit, autant cette liberté est une force pour les pays qui se disent démocratiques, de vieilles démocraties, autant c'est une faiblesse pour nous qui venons. Comment? Parce que dans nos pays, on développe une hostilité contre la communauté internationale, notamment dans mon pays. Nous avons la mission des Nations Unies au Congo actuellement, ça c'est pour rejoindre mon frère. Aujourd'hui, la radio des Nations Unies est menacée. Tout simplement parce qu'elle donne parole, elle donne la position des rebelles du M23. Et pour terminer, et pour dire par rapport à cette liberté en Belgique, malgré que nous sommes en Belgique, pourquoi j'ai donné la précision que j'étais du Kasaï? Parce que le chef de l'État est du Kasaï. Donc aujourd'hui, moi je ne suis pas en droit de mettre un avis contraire contre le chef de l'État. Parce que mes frères qui sont ici, au nom de cette même liberté, vont me créer des ennuis ici en Belgique et la police va arriver en retard. Voilà un peu cette liberté, à quoi elle ressemble. Maintenant, mon frère, je vais terminer par dire, moi qui suis ici, je suis réfugié parce que, à un certain moment, il y avait la guerre dans les Kasaï. Il y avait la milice des Kamouinansab. Alors, je suis traité comme chef rebelle, comme tu peux le lire sur Internet, tu tapes mon nom. J'ai été considéré comme chef rebelle par le gouvernement, tout simplement parce que dans mes informations, j'ai donné les deux versions. Donc, j'ai donné la position de la milice et la position du gouvernement. Et pour cela, je me retrouve ici. Donc, c'est ça le contexte de l'Afrique. Quand il y a la guerre, tu ne donnes pas la position des rebelles, tu ne donnes aucune information concernant les rebelles, tout roule, tout se passe bien. Dès que tu donnes la parole aux autres, tu es inquiété. Merci. Je pense qu'on en parlait tout à l'heure, où je disais que je trouve qu'ici, ils vont parler beaucoup plus des faits divers,
et en parler pendant longtemps. Si par exemple il y a une jeune fille qui est trouvée morte dans une rivière, on va interroger ses parents, on va interroger les voisins et tout ça pendant toute une semaine. Alors qu'il y a aussi d'autres sujets qui peuvent être aussi intéressants. Moi aujourd'hui, je cherche à savoir pourquoi est-ce que la Belgique n'est pas en train d'accueillir les réfugiés comme il faut? Par exemple, pour moi, c'est pas vraiment un fait divers. Pour moi, c'est vraiment important de savoir que j'ai eu mes papiers, c'est vrai, mais il y a d'autres personnes qui sont derrière moi, qui sont arrivées et qui n'arrivent pas à avoir un accueil mais vraiment chaleureux. Ils vont accueillir beaucoup plus les Ukrainiens en disant « ouais, eux, ce sont des Blancs aux yeux bleus », mais les Noirs, ils sont toujours oubliés. Donc, si je suis dans les rédactions, par exemple, moi, je voudrais bien qu'on traite tous les sujets, mais au même niveau, quoi. Parce que c'est vrai, on va parler de la montée des prix du gaz et tout ça, mais moi, quand on parle de gaz, je ne ressens pas comme tel, parce que je viens d'Afrique où il n'y a même pas le gaz. Nous, on utilise l'électricité. Et pour moi, ce problème n'est même pas un problème. Je veux dire, j'ai trouvé la vie chère déjà ici. Ça va continuer comme ça, donc ça ne me dérange pas à un point. Donc, disons que on n'a pas les mêmes réalités. Même aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis en Belgique, mais je ne ressens pas les mêmes... je ne vois pas les mêmes problèmes que les autres qui sont ici depuis longtemps, par exemple. Pour moi, j'ai d'autres soucis, j'ai d'autres réalités dans ma petite vie de réfugié. Comment tu vois le traitement par la presse belge de ce qui se passe au Burundi? C'est ça la question. Ouais. Quand on parle du... Alors on n'en parle même pas. Est-ce que la presse belge parle de ce qui se passe au Burundi? Même la presse internationale n'en parle presque pas. Ce ne sont pas leurs réalités à eux. Eux, ils vont parler beaucoup plus de... La communauté internationale a dit. La communauté internationale pense que... Moi, j'aimerais bien qu'ils parlent, par exemple, de nos journalistes qui sont bloqués, par exemple, au Rwanda, qui sont bloqués un peu partout dans le monde et qui n'arrivent pas à venir jusqu'ici. Et que même quand ils arrivent ici, ils ont des problèmes pour avoir la protection internationale. J'ai dû avoir un ordre de quitter le territoire, un refus de protection internationale, alors que je me disais, je suis journaliste, normalement, j'ai droit au papier. Mais non, j'ai dû vivre cette vie, par exemple, comme tant d'autres personnes, comme un demandeur d'asile normal. Pas parce que j'ai un statut, par exemple, de réfugié. Et je voudrais bien qu'on en parle et que la presse belge parle beaucoup plus de nos réalités à nous. Parce que sinon, si moi, je regarde la télé et que je ne vois que les infos d'ici, c'est vrai que c'est la proximité, c'est vrai. Mais derrière moi, il y a d'autres soucis que je vois ou des problèmes que je vois d'ailleurs. Il y a Valérie, ton confrère du Burundi, qui voulait... C'est juste pour parler justement du traitement des informations concernant le Burundi par les médias belges. Bon, j'ai un certain ressentiment parce que au niveau des relations entre la Belgique et le Burundi, la Belgique c'est pas la France, c'est pas l'Allemagne, c'est pas la Suède. La Belgique a colonisé le Burundi. Le Burundi fait partie des 3 pays de l'Afrique du Grand Lac qui ont été colonisés par la Belgique, le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et c'est un pays qui a subi plusieurs tragédies, des massacres interethniques. On parle d'un ou de plusieurs génocides. Il n'y a jamais eu d'enquête indépendante qui puisse éclaircir un peu les Burundais, parce que nous-mêmes, les Burundais, nous ne nous entendons pas sur notre propre histoire. Il y a 2 ethnies, dans toute cette histoire tumultueuse, il y a 2 ethnies qui se sont affrontées jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas dire que les Burundais, les cœurs sont guéris tant qu'on ne connaît pas la vérité sur ce qui s'est passé. Alors, pour parler de la Belgique et des médias par rapport au traitement d'informations concernant la situation au Burundi, il faut savoir que au niveau de cette relation entre pays colonisateurs et pays colonisés, la Belgique aujourd'hui, parmi les pays de l'Union européenne, c'est elle qui fournit le gros de l'aide au développement. Par rapport avec les relations bilatérales. C'est l'Union européenne qui fournit à peu près 52% du budget du pays en termes d'aide au développement. Et la Belgique, c'est le premier contributeur au niveau mondial pour le Burundi. Alors, la Belgique aussi a parrainé les négociations de paix qui ont eu lieu et qui ont abouti à un accord de paix qu'on appelle l'accord d'Arusha. Cet accord, c'est quoi? Maintenant, cet accord, jusqu'à tout récemment,
c'est lui dont était inspirée la Constitution du Burundi. C'était la loi fondamentale de la Constitution du Burundi, si je peux l'appeler comme ça, pour mieux comprendre ce que la valeur de cet accord de paix qui a été signé en 2000. Alors, qui ont parrainé ces négociations, qui ont homologué cet accord, qui ont validé cet accord, qui ont été les parrains, c'est bien sûr la Belgique, les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, partout. Maintenant, cet accord a été violé, c'est un accord, pour résumer, qui institue un certain équilibre, juste pour pouvoir essayer de calmer le jeu au Burundi, qui instaure des quotas ethniques, surtout dans l'administration, dans la police et l'armée, pour calmer tout le monde. Comme ça, si un jour, comme dans l'armée, il y a 50% de Hutus et 50% de Tutsis, si un jour il y a un président Hutu qui va au pouvoir, il ne va pas subir un coup d'État parce que les Tutsis sont majoritaires. Si un Tutsi qui est au pouvoir, il ne va pas subir un coup d'État parce que les Hutus sont majoritaires dans l'armée. C'était ça les équilibres. La Belgique, c'est le parrain du Burundi dans cette histoire. Et maintenant que cet accord a été violé, je dirais les compteurs ont été remis à zéro. Il y a toujours un risque de génocide aujourd'hui au Burundi. Je ne vois pas les médias belges traiter l'information comme par exemple le font les médias français au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc un jour peut-être quand la goutte qui manque va faire déborder le vase, il y a encore un autre génocide. Peut-être que les médias belges vont en parler, mais ce sera très tard. Donc j'ai un certain ressentiment. Donc on lui fait un clin d'œil, il nous a dit qu'il est bien libre, il faut qu'il traite nos informations à nous. Merci Valérie. Je vous propose d'applaudir très fort les 3, les 4, les 5, les 6, journalistes qui ont regardé la conviction et au nom de ça, ils ont payé le prix. Et d'applaudir également Engage. On remercie évidemment l'association.